Bonjour madame. Merci. Bien, on va donc continuer. Hija, tu as reçu déjà l'invitation. مدام Eh, c'est bon madame, merci. Oui, oui, ça. مدام حتى بالله داخلين الكلاس روم. أنا ديجا بعثت لك الادريس في المساج. دواء. هاي اوكي tout de suite. عايش مدام. اوكي. شو انتم نقلتوا الكلاس ولا كيفاش؟ لا عملنا نسكرين مدام الجماعة اللي فاتت. اوكي Donc c'est fait, safe. Alors, pour cette séance, on va laisser la correction de l'exercice latitude comme travail à la maison pour la séance présentielle, peut-être la séance prochaine ou celle d'après, où on va avancer dans le cours pour les méthodes de résolution. D'accord? Je vais partager le cours. Voilà. Et vous me confirmez que vous arrivez à voir la présentation en diaporama, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, on peut voir. Nous allons faire pour cette séance, c'est la méthode de résolution des programmes linéaires par l'algorithme de simplex. Avant de vous présenter l'algorithme en se basant sur un exemple, je vais vous rappeler, surtout un programme linéaire, vous vous rappelez de ça certainement, un petit rappel sur ça, l'écriture matricielle, parce que nous aurons besoin de cette écriture pour appliquer l'algorithme. Est-ce que la forme standard et canonique, nous aurons besoin de cette écriture-là, et un rappel rapide sur les règles de réécriture. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à présent pour les 3 dernières séances, nous avons dit surtout qu'il faut partir toujours pour un problème d'optimisation pour la résolution par les méthodes de recherche opérationnelle, en particulier programmation linéaire, à partir d'une situation réelle. Nous avons fait quelques exercices sur ça. Puis, on va modéliser les problèmes sous forme d'un ensemble d'équations mathématiques, et dans le cas d'un programme linéaire, ce sera des équations linéaires. Et puis, l'étape suivante, c'est la résolution. Nous avons commencé par la première méthode de résolution qui est la méthode graphique. C'est un cas particulier à appliquer. Quand est-ce qu'on peut appliquer la résolution graphique? On peut résoudre graphiquement un programme linéaire. Dans quel cas particulier? Qui يبدأ 2 dimensions. Lorsque nous avons un programme bidimensionné, c'est-à-dire dimension 2 variables de décision. Ce que nous allons voir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en fait, c'est des méthodes de résolution, quel que soit le nombre de variables, l'algorithme le plus utilisé ou l'algorithme de simplex, tabulaire en particulier, ce que nous allons voir. Alors, si on considère ce programme linéaire de maximisation, on va appeler fonction objectif ce que nous cherchons à maximiser ou minimiser. L'ensemble des contraintes dans ce cas particulier sont toutes inférieures ou égales. Et nous avons des variables de décision qui sont toutes, dans ce cas-ci, supérieures ou égales à 0. On peut représenter les mêmes données sous forme d'écriture matricielle, c'est-à-dire un produit vectoriel ou matriciel. Et matriciel, et dans le cas général, un programme linéaire peut toujours être écrit sous cette forme-là. Cette forme est appelée la forme. C'est quelle forme? Canonique ou standard, cette écriture-là? C'est une forme canonique ou forme standard? Canonique. C'est la forme canonique parce que nous avons des contraintes de type attribution. Dans le cas général, on peut bien sûr écrire, quel que soit le nombre de variables, quel que soit le nombre de contraintes, la forme matricielle, en particulier canonique. Et on peut faire ça si nous avons les signes de toutes les variables sont les mêmes. Sinon, on peut appliquer des règles de transformation. On doit même appliquer les règles de transformation. Pourquoi nous avons besoin des règles de transformation de l'écriture matricielle? Entre autres parce que nous aurons besoin, pour l'algorithme de simplex, de la forme canonique, c'est-à-dire
rendre tout programme linéaire un programme de maximisation, des contraintes de type inférieur ou égal et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Et la forme standard, un programme au problème de maximisation, des contraintes égalité, toutes les équations sont des égalités et des variables de décision de type des variables de décision supérieures ou égales à 0. Les règles de transformation, on peut trouver n'importe quelle forme à partir de n'importe quelle autre forme. Et nous avons vu ça. Ce qui est à retenir, c'est surtout que les variables d'écart à ajouter, les surplus à soustraire sont toujours des variables positives ou non. On manipule des variables supérieures ou égales à 0. Les transformations des contraintes ne sont pas compliquées. Et ce que peut-être vous ne connaissez pas au préalable avant ce cours-là, c'est la transformation d'un programme, d'une fonction linéaire, d'une fonction objectif de minimisation vers une fonction objectif de maximisation. Min de z, c'est moins max de moins z. Je vous rappelle aussi que ce qu'on appelle solution, c'est le fait d'affecter des valeurs aux variables de décision. Quelle que soit cette affectation, il suffit de donner une valeur numérique aux variables de décision. On dit que nous avons une solution. Cette solution devient solution réalisable si elle respecte toutes les contraintes en même temps, y compris les contraintes de positivité pour la forme canonique et standard. L'ensemble des solutions réalisables forment un domaine réalisable. Ce domaine réalisable, comme nous avons vu pour le cas de la résolution graphique, le domaine réalisable peut être vide, peut être un seul point, 2 points, 5 points, 10 points, une infinité, un segment, un volume. On peut trouver toute forme de domaine réalisable. Et c'est la première, la détermination du domaine réalisable, zone réalisable ou encore domaine, zone ou bien région réalisable. C'est la première étape de la résolution. On commence toujours par déterminer le domaine réalisable. Parmi les points de ce domaine réalisable, on peut déterminer là où les points optimaux. Pour un problème de maximisation, le point optimal noté étoile, z étoile pour la valeur de l'objectif et x étoile pour la fonction, pour la solution optimale, doit être, pour un problème de maximisation, supérieur ou égal à toute valeur de z des autres points du domaine réalisable. Pour un problème de minimisation, ce z étoile doit être inférieur ou égal à tout z des autres points du domaine réalisable. Jusque-là, il y a quelque chose à clarifier parce que nous avons besoin de toutes ces notions pour appliquer l'algorithme de simplex. C'est bon? D'accord. On commence donc avec l'algorithme de simplex. Et مدام ميسيش تعاود تفسر لنا نتاع الدومين والسوليسيون خاطر حد في البراتيك ما نبقاش روحي عرفت نعرف نخدمهم يعني بعد ما ندوروا نلوجوا على الفيكتور ومن بعد كيفاه لي بوين باش نصوروه ولا كيفاه je vais reprendre cet exemple-là. Et c'est quoi la différence entre solution réalisable ou domaine réalisable? Ouais. Exemple, ça c'est un programme linéaire. Si je dis x1 égale 1000, x2 égale 500. Z dans ce cas égale tout simplement à quoi? Oui. Oui, madame. Et Z dans ce cas sera égal à tout simplement 900. 900 fois 1000 ou plus
500 fois 1000. 500. Euh, Ça, c'est une solution. Quels que soient les résultats, c'est une solution. D'accord? B. Oui. Maintenant, on va vérifier si cette solution est réalisable ou pas. Une solution réalisable est une solution qui vérifie toutes ces contraintes-là en même temps. Est-ce que... Juste terminer. Peut-être un chez Excel. Et on va vérifier si cette solution est réalisable ou pas. Oui. Oui. Alors, on va vérifier. Voilà. Est-ce que pour la première contrainte, est-ce que 11x1 plus 9x2 est inférieur ou égal à 900? 11, 9. On vérifie. Égal 11 fois 1000 plus, قداش ثاني أقل؟ 11, 9 plus 9 fois 500. Est-ce que c'est inférieur ou égal à 9900? Non. Non, donc la solution n'est pas réalisable déjà. C'est inutile de vérifier les autres contraintes puisque nous avons déjà trouvé une contrainte qui n'est pas vérifiée. D'accord? Est-ce que tu vois la différence entre solution et solution réalisable? Pour vérifier que la solution est réalisable, il faut que ça vérifie toutes les contraintes en même temps. Ça, c'est une solution réalisable, par exemple. Ça, c'est une solution 5 000 plus 9 000. Là, ça, c'est une solution réalisable. 2,5, c'est une solution réalisable. D'accord? Ça vérifie en même temps toutes les contraintes. D'accord? C'est clair jusque-là? Oui. C'est une seule solution réalisable. Le domaine réalisable, c'est toutes les solutions réalisables en même temps. Mais nous avons comme méthode de résolution. On a uniquement la résolution graphique. Oui. Les algorithmes me permettent de résoudre graphiquement programme linéaire. Par exemple, pour l'exercice les courgettes et navets. Voilà, les courgettes et les carottes et les courgettes. Les carottes et les courgettes. Lorsque nous avons résolu le problème, nous pouvons résoudre ce programme-là par la méthode graphique. La zone verte, c'est quoi cette zone verte-là? هيك وقت اخذيناها الدومين ولا السوليوشن domaine réalisable. Pourquoi on a appelé ça domaine réalisable? Parce que c'est l'ensemble de points qui fait savoir ce domaine réalisable. On a les contraintes une à une et nous avons déterminé la zone d'intersection. D'accord? Donc, ce domaine vert, en fait, ce domaine vert, c'est le domaine formé par tous les points qui vérifient toutes les contraintes en même temps. C'est le domaine réalisable. D'accord? Donc, solution, c'est affecter il suffit d'affecter des valeurs pour dire que l'ensemble, le couple, dans ce cas de points, c'est une solution. La solution est dite réalisable si elle vérifie toutes les contraintes en même temps. L'ensemble des solutions réalisables, c'est le domaine réalisable. Et la solution optimale, ou les solutions optimales, ce sont les solutions qui maximisent le problème s'il s'agit d'un problème de maximisation et qui minimisent la fonction objective s'il s'agit d'un problème de minimisation. Et ça appartient obligatoirement au domaine réalisable puisque la solution optimale, c'est un cas particulier de la solution réalisable qui maximise ou minimise le problème dépendamment de la fonction objective. Que j'ai répondu à la question.
Oui, madame, merci. Merci. Donc, pour l'algorithme de simplex, on ne va pas voir le domaine réalisable, mais je vais vous expliquer où est-ce qu'on va définir ce domaine-là. D'accord? On avance donc avec l'algorithme de simplex et j'ai déjà dit que cet algorithme-là, il est utilisable, il peut être appliqué quel que soit le nombre de variables à deux, un problème à deux variables ou plus. Je peux appliquer l'algorithme de simplex. D'accord? D'accord? C'est l'algorithme de simplex parce que c'est l'algorithme le plus utilisé pour la résolution des programmes linéaires. À deux variables, il vaut mieux utiliser la résolution graphique. Pour plus que deux variables, l'algorithme le plus utilisé, c'est l'algorithme de simplex. Il y a plusieurs variantes de l'algorithme de simplex. On va en particulier voir l'algorithme de simplex tabulaire, c'est-à-dire sous forme de tableau, un cas particulier. On va de ceux qui veulent avoir une idée sur les autres variantes du variable de simplex, ils peuvent l'avoir. Je peux vous envoyer ces versions. D'accord? Alors, comment on va procéder pour cet algorithme-là? On va considérer un cas particulier qui peut être généralisé par la suite. On va considérer un programme de maximisation avec des contraintes qui sont toutes inférieures ou égales et un second membre positif. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un cas particulier. Mais ce qui est à retenir est non. Quelle que soit la forme du programme linéaire, on peut transformer ce programme en fait maximisation et contrainte inférieure ou égale. C'est quelle forme? Canonique. C'est la forme canonique. Donc, on peut toujours transformer n'importe quel programme en une forme canonique et on peut aussi, ou pas, bon, on va voir, trouver un programme ou un problème avec un second membre supérieur ou égal à 0. L'algorithme est le suivant. On va revenir à cet algorithme à la fin de la séance. Mais avant de lire, de voir ces étapes-là, on va les appliquer sur un exemple concret. On va voir l'algorithme en se basant sur cet exemple-là, un programme de maximisation des contraintes, 3 contraintes de type inférieur ou égal et 2 variables de décision supérieure ou égale à 0. Et on va appliquer cet algorithme-là pour résoudre le programme linéaire. Les étapes, moi je dis 6 étapes, on va les appliquer itérativement sur cet exemple-là. La première étape, c'est transformer le programme linéaire en forme canonique. Est-ce que c'est la forme canonique? Oui, parce que maximisation, un problème de maximisation, des contraintes inférieures ou égales et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Donc, on n'a rien à faire ici. La deuxième étape, c'est trouver à partir de cette forme canonique la forme standard. On doit faire quoi dans ce cas pour trouver la forme standard? نزيدوا دي فاريابل على اليسار ماذا؟ On ajoute des variables de décision à gauche quand les variables sont supérieures ou égales à 0. On ajoute des variables dites d'écart. Combien de variables d'écart on va ajouter ici? Et pourquoi? مدام الكور هذايا موجود في الكلاس روم. Non, معليش تبع بالكلاس روم تبعني. نحط الكور après la séance. D'accord. Sinon ماكش باش تنجم تفهم. Bon, تنجم تفهم تنجم ما تفهمش. La probabilité انك تفهم كتبعني اكثر. D'accord? Juste الفورم ستاندار توا ركزوا معايا انا ونسيو الكلاس روم. ركزوا معايا انا لهنا. وسي enregistré تنبعث لكم l'enregistrement. D'accord? الفورم ستاندار وركزوا لي بربي راهو الغوريثم ركزوا معايا. Algorithme, les étapes doivent être successives, on respecte l'ordre. Forme canonique ou la forme standard. Votre camarade parle, Taïf, je pense, on doit ajouter une variable d'écart pour chaque contrainte. Donc, combien de variables d'écart on a un des 3 contraintes? Une variable d'écart par contrainte.
وعندي 3 contraintes. Donc قداش باش يولي عندي de variables 3. 3. Je vais ajouter 3 variables d'écart. On va appeler par exemple E1 la variable d'écart ajoutée à la première contrainte, E2 pour la deuxième contrainte et E3 pour la troisième contrainte. Je vous conseille d'adopter cette notation-là. On en aura besoin pour la variable d'écart relative à quelle contrainte. Donc, il faut respecter, je vous conseille, il faut كنا نجم نسميهم حتى Z, W, L, نسميهم X1, X2, X3, X20, X30, X50. Et pour garder la traçabilité de ce que nous avons fait, je vous conseille de garder la notation. Chaque variable ajoutée, l'indice de la contrainte correspondante. D'accord? Alors, pour trouver la forme standard, on va ajouter une variable d'écart par contrainte. Réellement, lorsque j'ajoute une variable d'écart à une seule contrainte, c'est comme si je l'ai ajoutée aux autres contraintes avec un coefficient nul. Donc, la première contrainte, comme si j'ai quoi? 3x plus 2y plus E1 plus 0 E2 plus 0 E3 égale à 1800. D'accord? Allez, pour la forme matricielle, je dois avoir un vecteur grand X des variables. Il sera quoi dans ce cas? Le vecteur des variables. قديش dimension نتاعو vecteur des variables? 1, 2, 3. هاو هو initialement c'était xy. Et 5, voilà. Donc initialement j'avais un vecteur de décision xy de dimension 2. Et j'avais 2 variables de décision, j'ai ajouté 3 variables d'écart. Donc voilà, on dit un vecteur de décision, un vecteur de variables, de décision, un vecteur de variables de dimension 5, 2 variables de décision et 3 variables d'écart. Donc, dans la fonction objectif aussi, je dois trouver les 5 variables déjà définies. Et dans ce cas, les EI auront aussi un coefficient égal à 0 puisque les variables n'existent pas réellement dans la fonction objectif pour le moment. D'accord? Et bien sûr, on doit considérer toujours E1, E2, E3 supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, forme canonique, puis forme standard. C'est obligatoirement dans cet ordre-là. Sinon, on ne peut pas continuer avec cette version de simplex. D'accord? Puis, troisième étape, on va commencer à chercher une solution réalisable. Une seule solution réalisable. Pour ce faire, on va commencer par définir la matrice A, qui peut me donner la première ligne de la matrice A. La première ligne. Oui. 30, 50, 0, 0, 0. La première ligne, on a la fonction objectif ou la première forme? Non, 3, 2, 1, 0, 0, madame. Très bien. 3, 2, 1, 0, 0. La troisième colonne? 1, 0, 0. 0, Voilà. 1, 0, 0. 0. Donc, qui fait, on définit tout simplement la matrice A. Le XY, c'est ce qui existe initialement dans le programme linéaire. J'ai ajouté, comme si on écrit ici X, Y, E1, E2, E3. D'accord? Comment, si vous voulez, si on veut écrire rigoureusement la matrice A, mais réellement, il suffit de copier les coefficients dans l'ordre. L'ordre doit être respecté jusqu'à la fin de l'exécution de l'algorithme. Je dois toujours garder l'ordre X, Y, E1, E2, E3. Sinon, on aura un résultat faux. Donc, la matrice A sera cette matrice-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord sur l'écriture de la matrice? Non, c'est clair. C'est clair. Nous, on a les vecteurs qui forment cette matrice identité. Elle est formée de quel vecteur? Les trois. D'accord. Oui, E1. Variable d'écart. Voilà, les variables d'écart. C'est une matrice identité. Vous n'avez pas à démontrer ça, mais la matrice identité peut être considérée comme une base.
linéairement indépendante, des conditions à vérifier, deux conditions à vérifier, je confirme pour le moment. On va dire que les vecteurs E1, E2, E3 qui forment la matrice identité sont une base initiale. Donc, la première étape pour déterminer une solution réalisable initiale, c'est de chercher une base initiale. Pour vous, une base sera tout simplement une matrice identité de dimension égale au nombre de contraintes. La base, pour nous, sera une matrice identité qui a la dimension exactement égale au nombre de contraintes. C'est-à-dire formée par quoi? Tout simplement, si on respecte les étapes canoniques standards, formée par les variables d'écart. D'accord? On va appeler donc E1, E2, E3 une base initiale. Tout simplement, c'est par définition. Et on va appeler les vecteurs, les variables qui forment ce vecteur de base, cette base, des variables de base. Donc, une matrice de base qui a exactement la dimension de nombre, qui a la dimension exactement égale au nombre de contraintes, dans ce cas égale à 3, et nous pouvons trouver une matrice identité formée par les variables d'écart E1, E2, E3. On va appeler cette matrice identité initiale une base initiale et on va appeler les vecteurs qui forment cette base-là, E1, E2, E3, les vecteurs de base. Les autres vecteurs qui n'appartiennent pas à la base, on va les appeler tout simplement des vecteurs hors base. Donc, les variables sont divisées en deux types, deux familles. Des variables de base, ce sont un nombre de variables égal au nombre de contraintes qui forment une matrice identité. On va les appeler une base. Et les variables qui n'appartiennent pas à la base seront appelées des variables tout simplement hors base. Et je vous rappelle qu'on est en train de chercher une solution réalisable initiale. Est-ce que c'est clair jusque-là? Qu'est-ce qu'une variable de base? Qu'est-ce qu'une variable hors base? Oui. B. Donc, rapidement, forme canonique, puis forme standard, puis dégager une matrice identité qui a la dimension du nombre de variables de contraintes. Dans ce cas, nous avons 3 contraintes, donc 3 variables de base. On va appeler le vecteur une base. Et les variables qui forment ce vecteur-là, cette base, des variables de base, les autres variables sont des variables hors base. Ici, on a les variables de décision sont des variables hors base, les variables d'écart sont des variables de base. Et c'est un cas particulier, donc quand est-ce qu'on peut faire ça directement sans vérification? Par définition, selon Simplex, la solution initiale dite associée à la base E1, E2, E3 est définie comme étant des variables. Toutes ces variables hors base sont nulles. C'est par définition. On va commencer à définir la solution de base réalisable initiale en affectant une valeur nulle aux variables hors base. Par définition, on a défini la base. Par conséquent, on peut déduire les variables hors base et on va attribuer une valeur nulle à toutes les variables hors base. Et donc, les variables d'écart et les variables de base seront égales à quoi? E1 sera égal à quoi? À combien? E1 sera égal à combien? ألف 1800. Tout simplement, il suffit de remplacer x par 0, y par 0. E2. 400. 400 et E3, 600. Voilà. Et la solution devient quoi? Donc, on a les variables de base, 6 variables hors base. La solution, est-ce que... Bon, la solution, voilà. Est-ce que 0, 0, 1800, 400, 600 est une solution? Oui, puisque nous avons tout simplement affecté des valeurs aux
aux variables. C'est une solution. Est-ce que cette solution est réalisable? Comment on vérifie que cette solution est réalisable, AI? Vérifie les 3 contraintes réalisables. On vérifie les contraintes ونشوفوهم في les conditions يعني في les étapes الكل في les équations الكل. Les équations des contraintes, voilà. Donc ça Ouais. vérifie, ça vérifie les 3 contraintes, c'est correct. Mais ça doit être aussi supérieur ou égal à 0. Mouche les 3 contraintes. Donc si c'était ici moins 400 par exemple, ce sera une solution ok, mais qui n'est pas réalisable. D'accord? Donc c'est une solution réalisable parce que ça vérifie les contraintes 1, 2, 3 par définition et parce que toutes les variables x, y, 1, 2, 3 sont supérieures ou égales à 0. Et avec Alej, si vous vous rappelez, mais là, on va considérer un second membre à composante supérieure ou égale à 0. Quand j'ai un dit moins 400, la solution n'est pas réalisable et je ne peux pas continuer puisque Oui, madame فما حس. أنا أحس في اسمي سكر الشباك ونجي. On reprend donc. Alors, vous avez compris pourquoi j'ai dit pour le cas particulier, on va appliquer simplex pour le cas particulier où le second membre B est supérieur ou égal à 0 pour trouver une solution réalisable. Non, madame, ما فهمتش تعاودي. شنو؟ عاود لي. ما فهمتش علاش سوليسيون رياليزابل. هي فهموا علاش سوليسيون رياليزابل. خاطر كي نعوض في les 3 équations donc vérifier نلقاهم وزوز يعني يبداو supérieur ou égal à 0. مش الزوز. 1800 les 5 les 5 sont supérieurs. خاطر ça respecte toutes les contraintes en même temps. Oui. D'accord? Oui. Donc, je m'attendais à une question. Et le second membre n'était pas positif, qu'est-ce qu'on fait? N'était pas. On est au moins un BI négatif, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas posé. Non réalisable, madame. تبدا non réalisable. Cette solution n'est pas réalisable, mais on peut trouver toujours. Bon, si le problème a une solution, on peut toujours trouver une solution. Donc, il y aura une autre variante de simplex à appliquer. On peut appliquer par exemple un algorithme qui s'appelle simplex à 2 étages. La première étage, c'est déterminer la solution de base initiale. Le deuxième étage, c'est l'exécution de l'algorithme. Donc, c'est en une seule étape pour un cas particulier de BG supérieur ou égal à 0. Dima, la règle, quelle que soit la variante de simplex à appliquer, c'est chercher une base. Dans le cas particulier où le second membre est positif, la base est formée par les variables d'écart et la solution de base initiale sera triviale. La solution de base initiale, dans le cas où nous avons un second membre supérieur ou égal à 0, c'est une solution triviale. Donc, automatiquement, si vous vérifiez, lorsque vous avez la forme standard, un second membre supérieur ou égal à 0, vous pouvez directement poser, si vous êtes parti bien sûr d'une forme canonique puis standard, vous pouvez directement, intuitivement poser la base formée par les variables d'écart, les variables hors base formées par les variables de décision, qui sont nulles puisque ce sont des variables hors base par définition, et la solution formée par les variables de décision nulles, les variables d'écart égales au second membre qui est supérieur ou égal à 0 comme une solution de base réalisable initiale. Pourquoi une solution de base? Parce que on dit que cette solution-là est associée à la base E1, E2, E3. La présentation de base mérite virgule, hein, c'est une faute de frappe ici. Donc, la solution réalisable 0, 0, 1800
400, 600 est une solution de base réalisable associée à la base E1, E2, E3. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. La valeur de Z égale à, dans ce cas, la valeur de Z, x égale à 0. 0. 0. Voilà, la valeur de Z est 0. D'accord? Donc, on a fini avec la troisième étape qui est la recherche. On a une solution, elle est définie par les valeurs des variables de décision, des variables dans le cas général, et la valeur de Z. Donc, on a défini une solution. X, Y, E1, E2, E3 et Z. On a défini les valeurs de tous ces paramètres-là. Donc, la troisième étape est validée et on peut passer à la quatrième étape. On a trouvé une solution de base réalisable initiale associée à une base E1, E2, E3. Et on va passer à la quatrième étape de l'algorithme de simplex, qui est la présentation du premier tableau de simplex. Qu'est-ce qu'on va présenter dans ce premier tableau? On va présenter cette solution initiale de base. D'accord? On va voir comment simplex exige qu'une solution, quelle que soit initiale ou pas, doit obligatoirement être représentée dans un tableau de simplex. D'accord? Oui. Alors, comment on va procéder? On va considérer un tableau. Là, vous avez besoin d'indiquer l'ordre du tableau. Nous aurons tracé 2, 3, 4, 5 tableaux jusqu'à trouver la solution optimale. Donc, on doit toujours indiquer le nombre d'itérations de tableaux. Bon, c'est l'itération 0, c'est le premier tableau. Comment on fait? Dans les colonnes, on va mettre les variables, le vecteur des variables, dans l'ordre que nous avons considéré dans la forme standard. Vous pouvez choisir n'importe quel ordre, sauf que il faut changer la matrice A si vous changez l'ordre ici. Donc, je vous conseille toujours de garder par convention, la majorité des gens qui utilisent cette méthode utilisent cette notation-là, variable de décision, puis variable d'écart, dans l'ordre. D'accord? Donc, dans les colonnes, vous allez mettre le vecteur des variables. Variable de décision, puis variable d'écart. Dans ce cas, nous avons 2 variables de décision x, y et 3 variables d'écart E1, E2, E3. Dans les lignes, on va mettre la base. La base, le nom de la base, des vecteurs de base. Dans ce cas, nous avons, dans l'ordre aussi, E1, E2, E3. Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sinon, je continue. Oui? Donc, dans les colonnes, on met les variables de décision puis les variables d'écart. Dans les lignes, on met les vecteurs de base dans l'ordre. Entre ces deux données, colonnes et lignes, on va mettre la matrice A telle que présentée dans la forme standard. 3, 2, 1, 0, 0. C'est la matrice A. Vous pouvez très bien voir la matrice d'identité ici. Le second membre est placé ici. Le second membre initialement les valeurs des variables d'écart puisque x, y sont des variables hors base et donc ont une valeur nulle. Second membre ici. Dans cette ligne-là, on va placer les coefficients de l'objectif. Initialement, les coefficients initiaux de l'objectif. 30, 50, 0, 0, 0. Dans cette zone-là, on va placer la valeur de moins z. Allez, moins z, en fait. Z, elle est égale à 0. C'est comme si j'ai quoi ici? Z moins, plutôt 30 fois 0, plus 50 fois 0, plus 0 fois 1800, plus 0 fois 400, plus 0 fois 600, moins z égale à 0. Donc, c'est moins z qui est égal à 0 ici. Donc, par convention,
Il y a plusieurs façons d'écrire le tableau de simplex. Ce que nous allons choisir dans ce cours, c'est cette façon-là. On va placer la valeur de moins z dans cette case-là. مدام مدام شنو هي moins Z ما فهمتهاش. On va placer la valeur de moins z dans la valeur que vous allez lire ici, ça sera la valeur moins z, mais z. Vous allez vérifier ça par la suite. D'accord? D'accord. Kif 0 et la moins 0, c'est la même chose. D'accord? B. Mhm. Donc, comme est-ce qu'il y a une autre information que nous n'avons pas placée dans ce tableau-là? Non, toutes les informations sont là. Comment on va lire maintenant ces informations? Les vecteurs qui sont là, vous devez être capable de considérer une solution et l'écrire sous forme d'un tableau de simplex et déduire une solution à partir d'un tableau. Donc, ce que j'étais en train de vous montrer ici, c'est comment écrire une solution dans un tableau de simplex. Maintenant, on va voir comment on va lire cette solution-là à partir de ce tableau. Les vecteurs qui existent ici dans les lignes forment la base. On va appeler tout vecteur qui appartient ici une base. Tout vecteur qui appartient aux colonnes existe dans les colonnes et n'existe pas dans les lignes, c'est une variable hors base. Ici, on n'a pas de xy. Xy sont des variables hors base. Les variables hors base ont une valeur nulle. Les variables de base, je vais lire leur valeur à partir du second membre ici, la dernière colonne dans le tableau. Donc, E1 aura une valeur de 1800, E2 une valeur de 400, E3 une valeur de 600. Ici, les variables hors base qui existent dans les colonnes, n'existent pas dans les lignes ici, sont des variables hors base à valeur nulle. D'accord? D'accord? Oui, madame. La valeur de z, on va la lire ici, simplement. De moins z, on va la lire ici. Et donc, ce tableau, on va le décrire comme étant un tableau de simplex associé à la solution de base réalisable x, y, e1, e2, e3 égale. X, y sont deux variables hors base, donc 0, 0. 1800, 400, 600, liées à la base E1, E2, E3, deux valeurs z égale à moins 0 égale à 0. D'accord? D'accord? Ça, c'est une solution de base réalisable initiale. Maintenant, on passe à la cinquième étape. On va tester est-ce que cette solution-là est optimale ou pas. On va appeler la cinquième étape un test d'optimalité. Et je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un problème de maximisation. S'il s'agissait d'un problème de minimisation, il y aura un autre test à appliquer. On va nous concentrer sur un problème de maximisation. Qu'est-ce qui dit le test d'optimalité? Pour tester si cette solution 0, 0, 1800, 400, 600 est optimale ou pas, on doit vérifier le signe des coefficients de la dernière ligne. Pour un problème de maximisation, on va dire que la solution est optimale si les coefficients ici sont tous inférieurs strictement à 0. La solution est optimale pour un problème de maximisation si tous les coefficients de la dernière ligne, les coefficients de l'objectif, sont strictement négatifs. Ici, j'ai un problème de maximisation. Est-ce que tous les coefficients sont négatifs? Non. Donc, la solution n'est pas. Il suffit d'avoir une seule valeur strictement positive, strictement, mouche 0, strictement positive, pour dire que la solution n'est pas optimale. Et dans ce cas, on doit effectuer une nouvelle itération. Si c'était optimal, on va s'arrêter et dire que cette solution associée à ce tableau de simplex est une solution optimale. D'accord? Dans ce cas,
nous avons des coefficients, au moins un coefficient strictement supérieur à 0, et donc la solution n'est pas optimale, et on va passer à la sixième étape qui est effectuer une itération. Pour simplex, effectuer une itération revient à tracer un deuxième tableau de simplex. C'est ce que nous allons voir pour l'étape 6. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Est-ce que vous avez Non, une madame. question sur ça? D'accord. Mais, on va tracer le deuxième tableau de simplex. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Lorsque nous avons résolu par la méthode graphique, qu'est-ce qu'on fait, Arnaud? La méthode des points extrêmes, comment on fait? On teste le premier point, on vérifie, bon, on ne peut pas vérifier, mais on se déplace d'un point extrême à un autre, vérifier la valeur de z pour chaque point extrême et garder comme solution optimale le point qui a la valeur de l'objectif le plus grand. Ici, c'est ce qu'on va faire. Simplex, qu'est-ce qu'il propose? Je vais les simplex. Vous allez comprendre pourquoi. Le passage d'un tableau I vers un tableau I plus 1, c'est-à-dire effectuer une itération, revient à me déplacer d'un point extrême du domaine réalisable sans le connaître vers un autre point extrême du domaine réalisable. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous déplacer vers un autre point extrême. Les calculs que nous allons faire, c'est tout simplement pour trouver un autre point du domaine réalisable. D'accord? On va trouver ce point. Chaque solution, on peut lire les valeurs des vecteurs qui forment ce point-là à partir du second membre. Les vecteurs hors base auront une valeur égale à 0 et on va lire la valeur de z à partir de là. Donc, pour trouver le deuxième point extrême à tester si c'est optimal ou pas, on va calculer la nouvelle base, déterminer les nouveaux vecteurs de base et déterminer tous les autres coefficients du deuxième tableau de simplex avec bien sûr la valeur de z qui est une conséquence des valeurs des vecteurs. D'accord? C'est ce que nous allons faire pour déterminer, voilà, pour effectuer une itération de simplex. Qui fait que je vais effectuer cette itération-là? Il y a ce qu'on appelle les deux critères de Dantzig. Je nomme les deux critères de Dantzig. Tout d'abord, on va préciser et nous déterminer un autre point extrême revient à changer la base. Si on va modifier la base, si on va considérer une autre base, on va, comme si nous allons considérer un autre point, une autre solution réalisable, c'est-à-dire un autre point du domaine réalisable. D'accord? في الميثode graphique, on a la résolution d'un point extrême vers un point extrême adjacent. Simplex, comment je vais me déplacer vers un point adjacent en modifiant un seul vecteur de la base? Je vais modifier vecteur par vecteur. Je ne vais pas chercher une autre nouvelle base complètement différente. Je vais changer uniquement un seul vecteur de cette base-là. Comment on va décider ça? Simplex Chiqal. Je vais faire sortir l'un de ces vecteurs et le remplacer par l'un des vecteurs hors base. C'est ce que je peux faire en fait. Comment je vais décider le vecteur entrant? Le vecteur entrant, je vais le déterminer à partir des valeurs des coefficients de l'objectif de la dernière ligne et je vais sélectionner comme vecteur entrant le vecteur qui a le coefficient le plus positif. مدام يصيرش تعاودينا هذايا ما فهمتكش بالكدا. Est-ce que tu as compris? Et nous sommes passés vers l'itération 2 parce que nous avons au moins une valeur strictement positive ici. Ouais. Est-ce que tu as compris que nous allons changer la base? Et je dois me déplacer vers un point adjacent, donc je vais modifier un seul vecteur de la base. ما فهمتش علاش on doit changer la base. Pour trouver une autre solution. Chaque solution elle est associée à une base.
Comme si on est en train de nous déplacer dans le domaine réalisable. C'est l'algorithme. L'itération de simplex revient à changer une base, à changer la base, changer un seul vecteur de la base. D'accord? On va chercher le deuxième tableau de simplex, c'est-à-dire une deuxième solution. Cette deuxième solution est définie à partir d'une base. On va commencer par déterminer la base, puis déterminer la solution. Qui fait, je vais déterminer la nouvelle base, on va modifier un seul vecteur. Maintenant, je vais vous dire comment vous cherchez le vecteur qui va être remplacé et par quoi va-t-il être remplacé. D'accord. Qui fait, je vais choisir, on va commencer par choisir le vecteur qui va entrer dans la base et on va l'appeler un vecteur entrant. Le vecteur entrant, bien sûr, ne doit pas appartenir à la base, donc il appartient aux variables hors base. Ici, combien de variables hors base on indique? X et Y. Le premier critère de Dantzig, pour l'algorithme de simplex, me dit qu'il faut choisir comme vecteur entrant le vecteur qui a le coefficient le plus positif, le plus strictement positif, le plus grand positivement. D'accord? Ici, j'ai le choix entre x, y. On dit deux coefficients strictement supérieurs à 0, 30 et 50. Et je vais considérer le vecteur qui a le coefficient le plus grand parmi ces deux coefficients strictement positifs. Et donc, le vecteur entrant, selon le premier critère de Dantzig de l'algorithme de simplex, sera y. Qu'est-ce que ça veut dire un vecteur entrant? C'est-à-dire y va remplacer ou bien E1, ou bien E2, ou bien E3 pour former la nouvelle base. Parce que je ne peux pas tout simplement ajouter Y. Si j'ajoute Y et je ne supprime aucun vecteur de base, je vais avoir une base de dimension 4. Or, la base doit avoir exactement doit avoir une dimension exactement égale au nombre de contraintes. On a 3 contraintes. Donc, on doit toujours avoir une base de dimension 3. On va faire entrer Y dans la base. Est-ce que c'est clair? Juste Y dans la base à Kahab. Juste formuler pourquoi nous avons choisi Y comme vecteur entrant. Oui. Oui. Donc, Y est le vecteur entrant. Il va remplacer quoi? Pour décider ça, on va calculer ce qu'on appelle le ratio technique. C'est quoi ce ratio technique? On va diviser la colonne du second membre par la colonne du vecteur entrant en éliminant les coefficients qui sont nuls ou négatifs. Donc, ici, je vais calculer normalement 1800 sur 2. Je vais calculer 400 sur 0 et je vais calculer 600 sur 1. Ici, je vais considérer, puisque dans le deuxième critère de Dantzig, je ne dois considérer que les coefficients qui sont strictement supérieurs à 0. Donc, je ne vais pas considérer ce 0. C'est-à-dire quoi? Je ne vais pas considérer ce 0. E2 ne peut pas être supprimé de la base dans cette itération-là. D'accord? Donc, je vais calculer les valeurs BI sur AI vecteur entrant en considérant uniquement les coefficients de la colonne du vecteur entrant qui sont strictement positifs. D'accord? Oui, madame. Et je vais choisir comme vecteur entrant ou bien E1 ou bien E3. Le deuxième critère de Dantzig, choisir le vecteur qui a le ratio technique le plus faible. Dans ce cas, 600 c'est inférieur à 900, donc Y va remplacer E3 et la nouvelle base sera quoi donc? La nouvelle base E1, E2, Y. Y. E1, E2, Y dans cet ordre-là. Il faut garder l'ordre. Y va remplacer E3 dans son emplacement. Et j'aurai une nouvelle base. E1, E2, Y. Donc, on commence à trouver la deuxième solution réalisable associée à la base E1, E2, Y dans ce cas. D'accord? Oui. Dans ce tableau-là, est-ce que E1, E2, Y forment une base? Oui, madame.
Ah bon? Ça fait partie d'une matrice identité? شنو الكيستيون مدام باش تعاود؟ Est-ce que E1, E2, Y forment une base dans ce tableau-là, dans le premier tableau? اه دونك لو tableau non voilà. Non, dans le premier tableau, ça ne forme pas une base. Et j'ai fait le deuxième tableau, c'est une base. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois transformer ce vecteur Y en un vecteur de base pour compléter la base E1, E2, Y. Donc, tous les calculs que nous allons faire, c'est pour transformer le vecteur Y en quoi? Je connais pas les en quoi. عندي E1, E2, هذوما. Donc, l'Y doit être quoi pour terminer, pour compléter la base? 0, 0, 1 et 0. Les coefficients de l'objectif dans la base sont nuls. Donc, on va transformer cette matrice A on va effectuer tous les calculs pour avoir 1, 0, 0, 0, 1, 0, voilà. Je n'ai pas la base de dimension 3. 0, 0, 1, oui ou non? Oui ou non? Oui madame معلش نحو الدو مدام. ما فهمتيش أنا. Je m'en ai à base. Qu'est-ce qu'on a défini une base? C'est la matrice identité de dimension 3, voilà. Oui. Oui. Simplex Qali. La première étape de l'itération, c'est de définir une nouvelle base. On a appliqué les deux critères de Dantzig pour trouver la nouvelle base qui est E1, E2, Y. Par définition, qu'est-ce qu'on a appelé une base? C'est la matrice identité, voilà. Est-ce que j'ai les mêmes valeurs ici? Déjà, ça sera faux. Quand on met Y هنا, le coefficient ما يجونيش صحاح. Regardez, là, je peux lire les contraintes. Je peux lire les contraintes. C'est 3x plus 2y plus E1 plus E2 plus 0 E3 égale à 1800. Là, j'ai tout changé en fait. Lorsque je change une base, je change un vecteur de base, je dois trouver la matrice identité aussi. Je dois trouver la matrice identité. Est-ce que 2, 0, 1 peut former une matrice identité? Non. Non. Donc, je dois supprimer ce 2, le remplacer par 0. Je vois les identités. Je vois les 0, 0, 1 pour former la matrice identité de dimension 3. D'accord? Les calculs que nous allons faire pour supprimer ce 2. Et lorsqu'on va terminer les calculs, on va trouver la nouvelle solution. D'accord? Comment on va faire ça? D'accord, c'est Aoulé? Oui, madame. Ou le coefficient des vecteurs de base dans l'objectif sont nuls aussi. Alors, comment on va faire? On va commencer par appeler la colonne entrante une colonne pivot. La ligne sortante, la ligne pivot. Et l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, l'élément pivot qu'on va noter P. On aura besoin de ça par la suite. Dans ce cas, c'est égal à 1. D'accord? Juste, on va noter ça. Le vecteur entrant, une colonne pivot. Le vecteur sortant, une ligne pivot. Et on va noter l'intersection élément pivot P. D'accord? Donc, les calculs seront les suivants. On va toujours nous baser sur le tableau 1 pour trouver le tableau 2. On va noter grand A, IJ, les coefficients de la matrice A dans le nouveau tableau. BI, le second membre dans le nouveau tableau. Et CJ, les coefficients de la fonction objectif dans le nouveau tableau aussi. La première étape de calcul sera diviser la ligne pivot par l'élément pivot. Ici, est-ce qu'on a besoin de diviser? Non, parce que l'élément pivot, c'est 1. Quand j'ai 2, je dois avoir un 1 ici, en fait. On va diviser la ligne pivot par l'élément pivot. Donc, le vecteur Y sera égal à ça. On prend les anciennes valeurs de la ligne 3, c'est
la ligne pivot et on va la diviser par l'élément pivot. Donc 0 sur 1, 1 sur 1, 0 sur 1, 0 sur 1, 1 sur 1 et 600 sur 1. D'accord? Ouais. Oui. C'est la première étape. La deuxième étape, puisque E1, E2 étaient des vecteurs de base et restent des vecteurs de base, donc on va garder les mêmes valeurs. On va copier ces deux colonnes-là dans le nouveau tableau. D'accord? Ils étaient deux vecteurs de base ou deux vecteurs de base. Donc leurs valeurs vont être les mêmes. D'accord? مادام حتى ال E3 ما valeur de E3 base ما عادش ولا فيكتور دو باز دونك الفالور عوضين. نتاعها باش يتبدل. اوكي شنو اللي باش يعوض ال E3 en fait c'est y باش يولي 0 0 1 0 هذا هذاك علاش احنا وني اون تران دو كالكولي لو نوفو تابلو ما عادش ال E3 هو le troisième vecteur de base mais plutôt le Y. D'accord? D'accord. Oui. On va appeler pour faire ces calculs-là AIJ, le coefficient, le petit AIJ, les coefficients dans l'ancien tableau. C'est-à-dire A11, c'est 3, par exemple. A22, c'est 0. On va appeler, ce qu'il y a, c'est la colonne pivot et la ligne pivot. Le vecteur entrant, le vecteur sortant. On peut appeler petit a sortant, entrant, l'élément pivot P. S, E, ou elle a tout simplement 3, 2 aussi. Donc l'élément pivot, dans ce cas, c'est 3, A, 3, 2. Petit a, 3, 2. Autre exemple, A4, P égale à combien? A4P égale à combien? Quatrième ligne, colonne pivot. A4P égale à 50. AS1. 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 Ouais. Sortant, première colonne. 0. 0. Voilà. On va adopter cette notion-là. A1P, première ligne, colonne pivot. Donc, on va adopter la notation AIJ, petit AIJ, pour l'ancien tableau, grand AIJ, BI et CJ pour le deuxième tableau. D'accord? D'autres exemples, vous pouvez le voir quand vous voulez. On va reprendre donc. On va calculer, l'objectif interne, c'est de calculer le coefficient grand AIJ, BI et CJ. On a déjà déterminé ce qui est en vert. Oui ou non? Oui. مادام باللي لا نوتاسيون عاود تفسري لنا ما فهمتيش كيفاش la question. ايه نور نور قاعدة ترى فيهم les deux tableaux là. Je suis en train de voir les deux tableaux. تشوف فيهم les tableaux نورا جاوبني. نور كونيكسيون ويجيو قريو اونلاين والله كان قصد الجوريثم تو انا درستي مني باش نعاود les conditions d'armes.
مش حتى الكلي ما فيش بعد mail تنقول prière de garantir un minimum de conditions d'enseignement en ligne ولا شنو نعمل؟ عليه صح واحد يوتر له في أعصابه عصبي. عندك أنت كونكسيون عندك كونكسيون قصت نجرب آخر مرة من بعد بارتاج نجرب آخر مرة بكشي ترجم هاي مش نرجع عليه هاك عليه أنا في الكونكسيون اللي ريتهم يدوروا غادي عرفت عليه باش تقص. J'ai perdu la connexion. On reprend. اوكي مدام. شكون اللي سألني فكروني؟ أنا مدام أنا سألتك. نور est-ce que partage مدام. je partage. Merci. نور قاعدة ترى في les deux matrices. Oui. Une notation petit a ij pour l'ancien tableau. Donc, par exemple, à 4, 5, ou à cette valeur-là. D'accord? D'accord. Ou le nouveau tableau, grand A, IJ, BI ou CJ, tout simplement. Une notation particulière, elle est pour l'intersection, par exemple, du vecteur sortant et colonne entrante. Il y a AS pour sortant, E pour entrant, tout simplement. 2, je peux l'appeler A, c'est un. Ça c'est un E, c'est un E. C'est un E. Voilà, فهمت. D'accord? يا ربي عاود قص. والله c'est pas sérieux. توا نوري لهم l'entretien. C'est pas normal. قص لي عمل لي خيانة باش نقول قص وما قصش. على enseignant. نسمع فيك مدام. Ok, merci. نسكت tant نقول في l'enseignement. تسمع فيها. Donc ça c'est un E. باهي. Oui. باهي. C'est clair les notations نورا. أي. مدام تنجم تكبر لنا في نجم نصبر شوي. باهي. Alors, comment je vais calculer les nouveaux coefficients en appliquant cette équation-là, quel que soit le A et J considéré. Je vais vous expliquer. On va prendre par exemple l'exemple de calcul de A1,5. Grand A1,5. Grand A1,5, je vais commencer par chercher, je vais chercher la valeur correspondante à grand A5 dans l'ancien tableau. Ça sera cette valeur-là. D'accord? A1,5 lui correspond cette valeur jaune dans l'ancien tableau. Je vais projeter cette position-là sur la colonne pivot et sur la ligne pivot.
projection orthogonale sur le vecteur entrant et sur la ligne sortante. Et on va garder le pivot 1 ici. Donc nous aurons 4 valeurs. Pour calculer A1,5, grand A1,5, nous allons considérer la même position dans l'ancien tableau, 1,5, donc première ligne, 5e colonne. On va projeter cette position sur la ligne sortante, sur la colonne entrante, et on va considérer le pivot. Et la nouvelle valeur, grand A1,5, sera égale à petit A1,5 moins 2 fois 1 divisé par le pivot. D'accord? Oui, madame. 0 moins 2 fois 1 divisé par le pivot. Ce sera égal à moins 2. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, B2 égale la nouvelle valeur de B2 qui fait la nouvelle valeur de B2. On considère le correspondant dans l'ancien tableau. Ouais. Je projette sur l'axe, sur le vecteur entrant. Je projette sur la ligne sortante. Et la nouvelle valeur sera 400 moins quoi? Moins 0 fois 600 sur 1. 600 sur 1. Très bien. 400. Voilà. La nouvelle valeur ici, A2, 1. Ça sera 1 moins quoi? Moins 0 fois 0. Moins 0 fois 0 sur 1. Très bien. Voilà. Tout simplement. Et pareil pour le coefficient C, hein, pour les nouvelles valeurs du coefficient C. La valeur de Z, avec la même équation, ça sera 0 moins 30 000. Moins 30 000. 600 fois 50 sur 1. Très bien. Ce sera moins 30 000. Alors, moins Z, l'écriture, la forme d'écriture du tableau que nous avons choisi impose, voilà, c'est un choix, mais il y aura d'autres opérations à effectuer. Pour garder les mêmes opérations, pour faciliter le calcul de Z, on va considérer cette case-là comme un contenant de la valeur de moins Z. D'accord? Donc, nous aurons moins 30 000, la valeur de moins Z. Et nous oublions à partir de ce moment où nous avons déterminé tous les coefficients du nouveau tableau, le premier tableau. Nous n'avons plus besoin de ce tableau-là. D'accord? Est-ce que vous êtes capable de lire la solution à partir de ce tableau-là? C'est le tableau de simplex associé à la solution. C'est le deuxième tableau. Oui? فما valeur positive ما زالت. لا شعنا فيها توعطيني انت la solution بعد on va arriver à la valeur positive. احنا ما قلناش c'est une solution optimale ou pas, non. قلنا c'est une solution. D'accord? C'est une solution réalisable. بعد on va vérifier si c'est optimal ou pas. انت tu as anticipé وقلت لي فما une valeur strictement positive donc c'est pas optimal. OK. Mais شنو هي la solution qui n'est pas optimale? C'est le deuxième tableau de simplex associé à quelle solution? X égale La première chose, c'est de déterminer les vecteurs hors base. Je nomme les vecteurs hors base. X ou E3. X ou E3. Donc, leur valeur est égale à combien? 0. 0. Donc, X égale à 0, E1. E1. 600. 600. E2. 400. Y. 600. E3. 0. 0. De valeur Z égale Moins 30 000. Surtout pas. 30 000 et pas moins 30 000. Je connais moins Z radié. En plus, moins 30 000, on cherche quoi? On cherche une maximisation de valeur positive. Donc, je suis qu'on a dit moins. Donc, c'est la valeur de moins Z, Z égale à 30 000. Donc, ce tableau
C'est le deuxième tableau. Et la base de ce tableau-là, de cette solution? E1, E2, grec. Très bien. E1, E2, grec. Donc, c'est un tableau de simplex, le deuxième tableau de simplex associé à la solution. X, Y, E1, E2, E3, toujours dans l'ordre égal 0, 600, 600, 400, 0, lié à la base E1, E2, Y, de valeur Z égale à 30 000. Mouche au moins 30 000. D'accord? Oui. Le test d'optimalité, nous, ce n'est pas optimal parce que nous avons ce 30 qui est strictement positif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris cette étape? نعملو troisième, madame tableau. Voilà, on effectue une deuxième itération, donc un troisième tableau de complexe, une nouvelle itération. Je fais à l'école. Tiens, on va chercher le vecteur entrant, on va chercher le vecteur sortant et calculer les coefficients. Tout à l'heure, nous avions le choix entre x, y en vecteur entrant. Ici, est-ce qu'on a le choix? Non, X, Non, madame, donc le seulement. seul vecteur qui peut entrer dans la base, c'est le vecteur x. Il va remplacer quoi? On calcule l'RT. ratio technique, RT. كيفاش نحسب le ratio technique? L'eau est égal 600 sur 3, 400 sur 1. Est-ce que je peux faire sortir y? Non. Non, on a un coefficient 0, donc même pas on va vérifier ça. Et on va comparer 200 à 400 et on va faire sortir le vecteur qui a le ratio technique le plus faible. Donc on va faire sortir E1. Et la nouvelle base sera X, Le plus E2. faible ولا le plus كيفاش؟ نختار اللي أقل ولا اللي أكثر؟ اللي أصغر في السورتون واللي أكبر في l'entrant. Donc توا احنا on est en train de chercher le vecteur sortant. Donc on va comparer 600 sur 3 et 400 sur 1, 200 et 400. Et on va faire sortir le vecteur qui a le ratio le plus faible. C'est 200, donc E1. D'accord? La nouvelle base sera X, E2, Y. X, E2, Y. D'accord? Ouais. Oui. Aïe? Bah. La première chose, c'est diviser la ligne pivot par l'élément pivot. Quel est l'élément pivot? C'est 3. L'élément pivot, c'est 3. Donc, je vais diviser quelle ligne par... Voilà, ça sera 1. Ouais. 0, 1 tiers, 0, moins 2 Je vous tiers. conseille de garder les ratios. Je vais 0,33. 1 tiers. 0. Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Et 200. نكمل حتى ال B. حتى ال B, on les divise par l'élément pivot. بعد 200, madame. 200, madame, 200 200. بعد on va garder quel vecteur باش يقعد عنده les mêmes coefficients, les vecteurs E2, Y. Donc E2 باش يقعد ديما 0, 1, 0. 0, 0. Y. Y باش يقعد 0, 0, 1, 0. 0. hors base هذوما مدام. Oui, هما de base مش hors base. علاش hors base؟ de base بالعكس هما forment la matrice identité. هما موجودين لهنا donc de base. B, وإحنا on va travailler pour faire quoi? Pour transformer x en 1, 0, 0, 0. Donc automatiquement on peut mettre ça, c'est notre objectif en fait. D'accord? B, أعطيوني cette valeur là par exemple. Tiers. كيفاش نلقاوها؟ 0. 0 moins 1 fois 1 sur 3. C'est 0 moins, je projette, 0 moins 1 fois 1 sur 3, ce sera moins 1 tiers, tout simplement. D'accord? Atteignez la valeur de Z. La nouvelle valeur de Z, ça sera moins 30 000. Ouais. Moins quoi?
18 000. Et moins quoi? Ni la valeur. أعطيني l'équation de calcul. Moins 600 fois 200 fois 0 sur 1. لهنا وقت اللي نبدا نحسب نرجع للي فالور نتاع التابلو الاول الكل ما ناخذش 200 ها دونك موان Ok. 600 600 fois 30 sur 3. sur 3 donc moins 600 fois 30 sur 3. d'accord jusqu'à la nouvelle valeur de z. Pareil pour les autres coefficients. D'accord? Donc, si on revient à notre présentation, on va avoir ces valeurs-là. Il y a des questions. B. Est-ce que la solution est optimale? Oui, Oui, la solution est optimale. Pourquoi? parce que toutes les valeurs sont Inférieur ou négatives. égal à 0. Tous les coefficients de fonction objective sont négatifs. Donc. Mettre comme dans le cas d'un problème de maximisation. Donc, il faut indiquer qu'il s'agit d'un problème de maximisation et les coefficients sont négatifs. خاطر كان جات minimisation على العكس. Les coefficients لازم يكونوا strictement positifs. Donc, يلزم ينقول parce qu'il s'agit d'un programme de maximisation et les coefficients sont strictement tous les coefficients strictement sont inférieurs ou égaux à 0. Je n'ai pas de coefficients strictement positifs. Vous voyez la différence? Il s'agit d'une maximisation. D'accord? D'accord. Et comme à l'ada, il suffit de terminer le calcul des coefficients du tableau I. On oublie le tableau moins 1. Le test d'optimalité, oui, c'est vérifié. Donc, c'est la condition d'arrêt de l'algorithme et nous pouvons dire que la solution est optimale. On va maintenant lire la solution optimale. La solution optimale, c'est le troisième tableau de simplex optimal associé à une solution x égale 200, 200, 200, y, là, atteigné dans l'ordre, c'est y, 600, 600, E1, 0, 0, E2, 200, 200, E3, 0. 0. Deux valeurs z égale 36 000. 36 000 associés à la base, la liée à la base. X, E2, Y. Très bien. Voilà. Donc, c'est la solution 200, 600, 0, 200, 0. Liée à la base X, E2, Y de valeur Z égale à 36 000. Là, on peut négliger E1, E2, 3 puisque c'était des opérateurs de calcul. Donc, c'était XY, la valeur de XY. Et la solution optimale, elle est notée étoile. C'est la solution de base réalisable optimale. C'est une solution de base réalisable optimale. Moi, la solution, une solution. Et quoi? De valeur Z égale à 36. Et là, 36 000. Là, je peux ne plus considérer les variables d'écart. Vous êtes d'accord sur ça? Comme c'était des la résolution graphique, je n'ai même pas défini ces variables d'écart. Oui ou non? Donc, on peut supprimer ces valeurs-là. Mais là, je vais vous ajouter peut-être une information. Est-ce que la solution est unique? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Mais ici, c'est une solution optimale. Il y a une possibilité de trouver une autre combinaison de XY avec une valeur de Z égale à 36 000. Ce qui ne change pas, c'est le fait que la valeur de Z optimale est 36 000. Donc, quelle que soit la solution optimale, Z optimale est toujours égale à 36 000. Maintenant, on va discuter, est-ce que cette solution est unique ou pas? On peut savoir ça à partir de tableaux optimal de simplex. Lorsqu'on arrive au tableau optimal de simplex, on peut décider s'il s'agit ou pas d'une solution
optimale. Et là, on va vérifier le nombre de zéros dans le tableau optimal, tableau intermédiaire, tableau optimal. On va vérifier les nombres de zéros dans la fonction objectif de l'optimal. Si j'ai un nombre de zéros exactement égal à la dimension de la base, la solution est unique. Si j'ai un nombre de zéros strictement supérieur à la dimension de la base, la solution est multiple. Donc, إذا كان جاي في عوض le -30 ou bien le -10 عندي un 0, رانا قلنا la solution n'est pas unique. Dans ce cas, قداش dimension de la base? 3. قداش عندي من 0 à l'optimum? Dans l'objectif 3. Donc, c'est exactement égal au nombre de contraintes qui est égal à la dimension de la base. Donc, la solution est unique. Et la solution 200-600, c'est la seule solution optimale. Que la remarque est claire. Oui, ça. Et c'est uniquement pour le tableau optimal. D'accord? Le tableau intermédiaire, on ne peut rien dire sur le nombre comme conséquence du nombre de zéros. C'est uniquement lorsqu'on arrive à la solution optimale. D'accord? Voilà ce que nous avons à voir pour l'algorithme principal de simplex. Donc, la démarche, forme canonique, puis forme standard, chercher une solution réalisable initiale associée à une base initiale. Dans le cas particulier où nous avons un second membre supérieur ou égal à 0, on peut considérer comme variable de base les variables d'écart. Comme variable hors base, les variables de division. On va mettre à 0 les valeurs des variables hors base et par conséquent, les variables de base auront les valeurs du second membre respectivement. On construit le premier tableau de simplex, on teste l'optimalité. Si c'est optimal, on s'arrête et on considère la solution, sinon on effectue une itération. On effectue une itération, c'est-à-dire déterminer le vecteur entrant selon le critère de premier critère de Dantzig, déterminer le vecteur sortant, donc déterminer la nouvelle base, calculer le coefficient par l'équation que je vous ai donnée. Puis tester l'optimalité et s'arrêter lorsque, pour un problème de maximisation, nous avons tous les coefficients de l'objectif inférieur qu'à 0, aucun coefficient strictement positif. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Oui. Et maintenant, je vais vous présenter 3 cas particuliers. Nous, ces cas particuliers, lorsque vous avez ce tableau de simplex pour un problème de maximisation toujours. Est-ce que ce tableau est optimal? Non. Parce que j'ai ces deux valeurs strictement positives. Oui. Le vecteur entrant, c'est le vecteur qui a le coefficient le plus positif, le plus grand. Ici, j'ai égalité entre deux coefficients. 12, 12. Donc, même si vous choisissez... On peut choisir n'importe quel... On peut choisir n'importe quel... Même si vous choisissez n'importe quel vecteur, ça va aboutir à la solution optimale. Sauf que si vous ne choisissez pas le bon vecteur, ça va augmenter le nombre d'itérations. Donc, l'objectif, c'est de minimiser le nombre d'itérations. Comment on choisit? Touche arbitrairement. Mais même si vous choisissez arbitrairement, c'est pas rigoureux, c'est pas faux, mais c'est pas rigoureux. C'est pas optimal si vous voulez. Donc, comment on va choisir? On a deux possibilités. On va considérer chaque possibilité à part. On va appliquer le deuxième critère de Dantzig sur chacune de ces deux possibilités. Alors, si on choisit X1 comme vecteur entrant, le vecteur sortant, ça sera celui qui a le ratio technique le plus faible, donc E2, avec un ratio technique égal à 4,5. D'accord? Vous êtes d'accord sur ça? Oui. Ben, si je choisis X2 comme vecteur entrant, le vecteur sortant sera E1 avec un ratio technique égal à 7. On va comparer ces deux
cas qu'on peut considérer et on va comparer les valeurs des ratios techniques pour le cas retenu, pour le vecteur sortant selon le deuxième critère de Dantzig. On va trouver quoi? Selon les règles de simplex, pour un problème toujours de maximisation. À la référence interne, un problème de maximisation. Il vaut mieux, pour accélérer la convergence, pour trouver au plus tôt la solution optimale, on doit considérer la situation ou la possibilité que me donne le vecteur sortant ayant le ratio technique le plus grand. Donc, dans ce cas, on va considérer la deuxième possibilité. Et on continue les calculs normalement selon les itérations de l'algorithme de simplex. D'accord? Ça, c'est le premier cas particulier. Deuxième cas particulier, vous avez un programme linéaire et je vais vérifier la connexion. Donc, vous avez ce programme linéaire avec le premier tableau de simplex, une seule possibilité pour le vecteur sortant lié à le vecteur x1 et nous avons deux ratios techniques égaux. Comment on fait? On peut choisir arbitrairement et c'est pas faux, mais c'est pas optimal, c'est pas rigoureux. Donc, comment on fait? On considère, comme pour le premier cas particulier, on considère les deux possibilités. Pour chaque possibilité, on va calculer une somme. Je vais vous la préciser tout à l'heure et comparer les deux sommes calculées. Je nomme ces deux sommes-là. Donc, la première possibilité, on va considérer comme vecteur sortant le vecteur E1. Deuxième possibilité, on va considérer comme vecteur sortant le vecteur E2. Et puis, on va calculer pour chaque cas S qui est égal à la somme AIJ du vecteur sortant. Donc, dans ce cas, on va calculer 1 plus 1 plus 0 plus 1. On va trouver 3. S2, on va diviser la somme trouvée par l'élément pivot. Pour le deuxième cas, ce sera 2 plus 1 plus 0 plus 1 divisé par l'élément pivot qui est égal à 2. Et, est-ce que c'est clair ce que j'ai fait? Oui, madame. Et on va comparer les deux sommes sur pivot, SI sur pivot de chaque cas. Et pour un problème de maximisation, toujours, on va considérer le cas qui me donne la valeur SI sur pivot la plus grande. Et dans ce cas, on va considérer la première possibilité. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, à la résolution graphique lorsque nous n'avons pas trouvé de domaine réalisable, qui a deux contraintes, par exemple, parallèles, ou marra supérieur ou égal à une valeur bien déterminée, marra inférieur ou égal, et on ne trouve pas d'interférence entre les domaines réalisables. Cette situation, c'est ce que nous pouvons trouver avec simplex aussi. Le ratio critique, il est calculé pour les coefficients que ne sont ni négatifs ni nuls. Et nous sommes ici dans le cas où nous n'avons que des coefficients négatifs ou nuls. Et donc, on dit que le problème est non borné. C'est le domaine réalisable infini. C'est le cas inverse, en fait, de ce que je vous ai présenté pour la résolution graphique. On dit que la solution est non bornée. D'accord? Le quatrième cas, déjà, pour le changement des signes de contrainte en multipliant par -1 ou en dupliquant les contraintes, et pour le changement de variable lorsque nous avons des variables de décision qui ne sont pas supérieures ou égales à 0 par un changement de variable simple. Par exemple, grand X égale à moins petit x, soit elle a un changement de variable en écrivant le réel sous forme d'une soustraction de deux réels supérieurs ou égal à 0. Déjà les deux premières séances. Est-ce que vous avez des questions sur les cas particuliers ou sur l'algorithme de simplex? D'accord?
ce résumé d'algorithme pour appliquer l'algorithme de simplex sur les exemples. Et là, vous avez des itérations. Si la solution n'est pas optimale, on va effectuer une itération. Une itération revient à chercher le vecteur entrant, chercher le vecteur sortant, repérer l'élément pivot, diviser. مادام صوتك يمشي ويرجع ما مش C'est la connexion. C'est chacun comme le support. Haka, ça va. هاي هكا سوا. Repérer l'élément pivot, diviser le pivot par l'élément pivot et puis effectuer les calculs selon cette équation-là. L'équation peut paraître un peu compliquée, mais si vous appliquez la projection sur la ligne pivot, la colonne pivot, et comme un rectangle formé par 4 éléments, c'est simple à repérer. Hein. C'est pas difficile à appliquer. La prochaine fois, comme cet exercice-là, c'est une application directe de la formulation sous forme d'un programme linéaire et vous allez appliquer l'algorithme de simplex pour résoudre ce programme linéaire. D'accord? Je vais partager le cours et vous allez appliquer ce que nous avons vu pour cette séance pour résoudre le programme. Et je vais vous proposer aussi un deuxième exercice. Vous allez trouver ce tableau-là. Vous allez aussi appliquer l'algorithme de simplex pour résoudre cet exercice. Ce sera pour la semaine prochaine, pour lundi prochain. D'accord? Oui. Vous avez des questions? Non. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé l'exercice, problème de mélange de la série, partagez-le s'il vous plaît. Je vous ai comme un devoir. Votre. لا حط لنا أغاني. أي أغاندر وينو أغاندر رجعتوها بعثوا يحط لنا دوار رجعوا فيه. أي مش ميل ترجعوها على الكلاس. أي مش ميل أي على الكلاس خاطر ما فماش هكا عليه. Peu importe, je me faut déposer un devoir. Je vais définir un devoir. Ça, je combattre. Il y a des étudiants qui ont envoyé une résolution par mail. Donc, vous avez les deux exercices de simplex et vous avez les deux exercices de simplex et l'exercice de problème de mélange pour la prochaine fois. Madame. Oui. دخلني في الكلاس روم. أعطيني الميل بتاعك. Nassim.toum. لا ميساج. @spree.toum. ميساج s'il te plaît. Mais